Vous savez, en 1916, Einstein a admis l'existence de l'éther. Non, ça vous saviez pas. Vous savez, Einstein, c'est lui qui a dézingué le concept d'éther luminifère, un milieu inconnu qu'on croyait être le support de l'onde électromagnétique, une matrice baignant tout l'espace. Mais notre bon vieil Albert a mis fin au concept en y opposant sa relativité. Aucun référentiel privilégié n'était dès lors plus envisageable, et l'éther a ainsi été rayé du champ de la science. Sauf qu'Einstein, il a plus tard en partie retourné sa veste et admis qu'une forme d'éther luminifère devait forcément exister. C'est écrit dans l'article éther de Wikipédia. Einstein comprend que son espace-temps a des propriétés physiques intrinsèques qui s'inscrivent forcément dans un certain médium, une certaine forme d'éther. Mais il n'a pas approfondi le sujet, n'arrivant sans doute pas à le relier avec sa relativité. Et la chose est passée quelque peu inaperçue. Il faut dire qu'après le triomphe de la relativité, ceux qui défendaient encore la théorie de l'éther se sont retrouvés un peu considérés comme des arriérés, les perdants de la science. C'est resté dans la culture scientifique. L'éther, c'est une lubie de gens pas assez intelligents pour comprendre Einstein. Ce qui veut dire, vu ce qu'on a dit au début, qu'Einstein n'était pas assez intelligent pour se comprendre lui-même. Paradoxe. La superstar de la science, qui a inventé la théorie dans son esprit exceptionnel, il dit que son espace-temps forme un genre d'éther. Mais personne n'a jamais rien pu en faire, et tout marche en ignorant ce détail. Et on a fini par l'oublier. En fait, l'éther est devenu suffisamment synonyme de débilité pour que plus personne n'ait envie de continuer de faire de la recherche dans cette direction, par crainte de se décrédibiliser et de voir sa carrière ruinée. Et aujourd'hui, on n'a pas avancé d'un micron. Personne ne veut bosser sur cette connerie d'éther. Voyez sur Wikipédia la taille du chapitre « L'éther dans la physique contemporaine ». Y a rien. Vaguement, un petit rappel que le champ de Higgs ou l'énergie du vide pourrait être relié. Mais sur les articles connexes, il n'y a aucune mention d'éther. Zéro. On continue de faire sans. Personne ne veut s'en approcher. Et c'est sans doute une énorme erreur, tout à fait digne d'une belle bande d'êtres humains. Collectivement, on est parfois bien cons. Les gars, on va creuser un tunnel de quelques kilomètres à travers l'autosuffisance et les sarcasmes, et on va aller faire un petit coucou à cette connerie d'éther. Je ne suis pas physicien, donc je ne risque pas de ruiner ma carrière. Je me dévoue pour prendre le rôle du débile, parce qu'il y a peut-être un vaste champ de recherche inexploré, là, juste devant nous. Et si en fait, c'était là que nous allions trouver des espoirs d'unification vers une théorie du tout, voire une explication à l'étrangeté quantique, on a le devoir d'y réfléchir, d'autant plus qu'on touche à une zone interdite qui n'a pas été bien explorée. Revenons un peu en arrière. Imaginez-vous dans le vide interstellaire, sourd et aveugle avec votre vaisseau sans fenêtre à la dérive. En approchant d'une étoile, votre trajectoire va être impactée par la masse de celle-ci. Mais comment votre vaisseau sait-il comment il doit se comporter ? Comment la courbure de l'espace-temps va-t-elle se manifester ? Il y a forcément un champ d'information, là, dans ce vide, un médiateur. L'espace-temps doit être fait de quelque chose, et Einstein lui-même a fini par admettre cette évidence. Après avoir bien réfléchi à la question, Einstein s'est dit que son espace-temps devait forcément être considéré comme un cousin éloigné de l'éther. Ce n'est pas le vide, il y a des propriétés, un champ gravitationnel, il y a bien quelque chose, au minimum, il y a de l'information. Mais, pour ne pas contrevenir à la relativité restreinte, ce quelque chose doit être dépourvu d'état de mouvement. En gros, pas de propriété mécanique et spatiale, parce que sinon, ça deviendrait un référentiel privilégié, ce qui est interdit par la relativité restreinte. Et en fait, là, ça coince, ça ne veut rien dire. Un champ d'information dépourvu de propriétés spatiales? Il est impossible d'accepter qu'un champ ait certaines propriétés autour du Soleil et d'autres propriétés autour de Pluton, sans que ça crée une spatialité entre ces deux parties du champ. Prétendre qu'un tel éther peut ne pas avoir d'état de mouvement, ça ne marche pas. On est en pleine distorsion cognitive. Il y a une contradiction latente dans tout ça. Et aujourd'hui, les savants qui ont assimilé la relativité continuent d'être dans une posture où l'espace-temps n'est fait de rien. On le mesure et on le calcule avec succès depuis un siècle, mais qu'est-ce qu'on mesure ? Eh ben rien. On est dans un cadre purement mathématique qui ne correspond à rien dans le réel. Et ça nous suffit pour faire plein de trucs incroyables. Et pourtant, c'est inconsistant. Et vous savez pourquoi ça marche quand même ? Parce que les équations utilisées sont correctes, mais qu'on n'a en fait pas compris à quoi elles correspondent concrètement. Et j'ai une proposition qui fonctionne pour délier tout ça. Pas forcément complète et définitive, mais vous allez voir qu'on a de quoi bien avancer. En fait, cette connerie d'éther nouvelle génération est bien obligée d'être un référentiel privilégié. Il n'y a pas d'autre option possible après ce qu'on a vu.
Et c'est pourtant cette idée que les physiciens s'interdisent depuis un siècle. Parce que ça ne colle pas avec l'idée qu'ils se font de la constante c, la vitesse de la lumière. Mais il existe une manière de comprendre les choses qui va permettre de réconcilier cette idée d'éther modifié avec les observations du comportement de la lumière et des effets relativistes. Regardez. L'éther, au sens large, c'est là pour être le vecteur de l'onde électromagnétique, autant que l'air est vecteur de l'onde sonore. Ça, on garde. Ça ne découle pas obligatoirement de ce qu'on a vu avant, mais vous allez voir que c'est essentiel pour aboutir à un système cohérent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre nouvel éther n'est pas un grillage statique et absolu, comme à l'époque. Pas du tout. En fait, il est fluide, pâteux, c'est une soupe. Et cette soupe se contracte et se dilate en fonction de l'intensité gravitationnelle. Elle est l'espace-temps. Et c'est son contour, sa dynamique, qu'on calcule avec les équations de la relativité générale. C'est vraiment ça le concept central. On ne change pas les équations, mais on les interprète différemment pour donner enfin une substance à l'espace-temps. À peu de choses près, cette proposition peut être considérée comme le négatif de la version d'Einstein, comme si ce dernier avait en fait découvert le moule de la réalité, et que depuis un siècle, on regardait ce moule en se congratulant que son contour représente quand même vraiment bien la réalité. On est très fiers de nos équations, mais on regarde le moule. On ne voit pas la réalité qui est de l'autre côté. Et c'est parce que ce moule est trop bien fait qu'on a mis tant de temps à comprendre l'entourloupe. Parce que notre version en négatif contenait toutes les bonnes équations, et on a réussi à les utiliser avec tellement de succès que personne n'a eu l'idée de modifier son regard pour comprendre leur véritable nature physique. Tout est juste dans les calculs, mais tout est faux dans l'interprétation matérielle qu'on en a tirée. Il est temps de retrousser toutes nos chaussettes et d'entrer dans la relativité 3.0. Parce qu'avec quelques déductions complémentaires, vous allez voir que ça permet de tout expliquer de façon plus parcimonieuse et satisfaisante que la version trop abstraite d'Einstein. De plus, réintroduire une forme d'éther permettra sans doute d'enfin comprendre correctement la dualité onde-corpuscule et la mécanique quantique, ainsi que d'avancer vers une théorie du tout. Et vous pouvez contribuer à diffuser et à peaufiner ce travail. Contribuer à la science de demain, parce qu'en quelques minutes, vous aurez compris le potentiel de cette hybridation. Et vous vous rendrez compte que cette vision alternative va éclater Einstein à coups de rasoir de Cam. Je crois que la meilleure image serait de parler de mousse quantique ou gravitationnelle. Une mousse fluide dont la densité varie selon la gravité. Une mousse faite d'innombrables bulles minuscules dont les variantes et ou les différents types d'excitation forment la matière et l'énergie que nous connaissons. La matière est donc elle-même une onde qui glisse sur cette mousse sans rencontrer de résistance. Et tout ce petit monde se contracte, rétrécit quand la densité gravitationnelle augmente. Et cette compression ralentit tous les processus quantiques à l'œuvre, donnant la dilatation temporelle que nous connaissons. J'y reviendrai. Prenons une masse comme la Terre. Il est ici admis que les quarks et les électrons qui la composent sont des phénomènes ondulatoires qui, au même titre que la lumière, ont cette mousse comme support. La Terre y glisse sans résistance. Cependant, elle entraîne avec elle un bourrelet de mousse condensée, parce que la mousse, c'est le champ de gravité. Elle se condense là où il y a de la masse, et la matière se condense d'autant jusqu'à un point d'équilibre. La densification entraîne mécaniquement une sorte d'embouteillage, où la mousse se retrouve emportée, densifiée et ralentie par rapport à la Terre. Elle ne provoque alors pas, ou très peu, le vent d'éther attendu lors des célèbres expériences de Michelson et Morley. En tout cas pour ce qui est du déplacement de la masse terrestre dans l'espace. Maintenant, il faut penser à la rotation de la Terre sur elle-même. Dans ce cas, la masse reste au même endroit, et la mousse n'est pas influencée. Notez que cette vitesse de rotation de la Terre vaut à peine plus d'1% de celle autour du Soleil. Elle est donc 100 fois moins susceptible d'être détectée par un interféromètre. Cela dit, il est possible qu'un autre effet vienne s'ajouter à cela pour annuler tout espoir de détection. Il y a probablement un effet de contraction des longueurs induit par le mouvement dans l'éther, ce qui déforme les outils de mesure tout autant que le trajet de la lumière, empêchant toute détection. C'était déjà une hypothèse connue à l'époque. Et de la même manière, la vitesse de la lumière nous semble constante car nous sommes nous-mêmes prisonniers de ce système avec la lumière. On ne voit pas que tout est déformé. Mais si on pouvait observer tout ça de l'extérieur, on verrait que là où la gravité augmente, les dimensions se contractent et la lumière ralentit car elle a plus de sous-particules à parcourir pour une même distance absolue. Cela veut également dire que notre façon de mesurer le cosmos n'est pas la plus correcte. Imaginons une fusée qui part vers la Lune. Personne ne le remarque, mais en fait, en s'éloignant de la Terre, la fusée se dilate avec l'espace. Elle devient plus grande, plus rapide en proportion, et parcourt une distance plus grande que ce qu'on pense, car l'espace a lui-même grandi. Notre mousse s'est dilatée, mais nous sommes incapables de le constater. Et donc, dans l'absolu, la Lune est plus éloignée que ce que nous voyons.
Ou on peut dire d'une autre façon qu'elle est à la distance prévue, mais que nous sommes plus petits que prévu. Ça revient au même, et ça reste une question de point de vue, comme en relativité. Notre mousse gravitationnelle n'est pas un référentiel absolu en ce sens, vu qu'elle est fluide et de densité variable. On reste dans un système relativiste. En fait, tout ceci, c'est l'explication de ce que signifie vraiment la relativité générale. Et comme en relativité, il y a encore quelques paramètres à prendre en compte. La contraction des objets en mouvement rapide est ici bien réelle, mécanique. Cette contraction augmente la densité de l'objet et donc sa densité gravitationnelle, ce qui implique un temps propre ralenti, comme on l'a vu avant. Ça reste la gravité, la densité de la mousse, qui fixe les temps propres. Et il doit y avoir une explication physico-chimique à l'œuvre là-dedans, peut-être une déclinaison du principe de moindre action. C'est le genre de sous-question qu'il faudra encore étudier plus en détail, mais j'en ai marre de me taper tout le boulot, alors aidez-moi à faire circuler cette proposition. Parce que, avec tout ce qu'on vient de voir, plusieurs paradoxes et abstractions conceptuelles de la relativité d'Einstein se trouvent dissous, et on continue d'expliquer sans problème notre expérience de la relativité. Nos satellites GPS, par exemple, voient leur temps propre influencé comme prévu. Nos équations fonctionnent déjà. Pareil pour les muons qui traversent l'atmosphère à grande vitesse. Leur temps propre est effectivement ralenti par leur vitesse. Et là, les connaisseurs remarqueront quelque chose d'important. Dans notre nouveau système, contrairement à ce qui se passe en relativité restreinte, la réciproque n'est pas vraie. Et ça tombe bien, parce que c'est ça qui va nous permettre de confirmer ou d'infirmer cette théorie. En effet, c'est un détail notable, mais on n'a jamais pu observer le point de vue d'un muon ou d'un satellite GPS sur nous. On a toujours observé les phénomènes relativistes que d'un seul point de vue. On n'a pas la confirmation directe de la réciprocité. Et c'est ça qui fera la différence. J'ai en tête une expérience avec 2 satellites en orbite basse la plus rapide possible, qui s'observent mutuellement au moment de se croiser. Je vous ferai une description plus détaillée de cette expérience dans une prochaine vidéo. Alors, préparez vos ceintures. Reste maintenant à s'intéresser vite fait au comportement quantique de nos particules, dans les grandes lignes. Ce que nous appelons photons ou électrons est l'excitation d'une sous-particule qui compose cet éther, cette mousse quantique. Excitation transmise de proche en proche. Ce n'est pas le même photon au départ et à l'arrivée, c'est un enchaînement de sous-particules. Et à chaque fois qu'on placera un détecteur, on verra effectivement ce qu'on appelle un photon, mais en croyant que celui-ci a fait le trajet, ce qui est une erreur. Dites-vous bien que la science n'est pas terminée, il y a là du nouveau à découvrir. Pensez au saut quantique de l'électron, cet électron qui ne franchit pas l'espace entre le début et la fin du saut. Ce sont clairement 2 sous-particules différentes qui se sont transmises une impulsion. Il n'y avait donc pas d'espace à franchir. Ça tombe sous le sens. Ça paraît sans doute même trop beau pour être vrai. Mais en fait, c'est juste ce qui arrive quand on résout enfin un problème épineux. Imaginez quand vous galérez à finir un mot croisé et que soudain, vous comprenez qu'un de vos mots, dont vous étiez pourtant convaincu de l'exactitude, a en fait une solution alternative qui vient tout débloquer. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La relativité d'Einstein contenait un mot erroné et il est temps de corriger cette erreur. Alors, nous pourrons avancer et finir cette partie du puzzle. Ça marche, et c'est beaucoup plus parcimonieux qu'avant. Ça résout plein de problèmes et d'incompréhensions. Ça va potentiellement ouvrir la voie vers une théorie quantique de la gravitation. Et c'est testable. Unissons nos forces pour faire ce test. Vous avez le détail à l'écran. En gros, il est question de 2 horloges atomiques lancées à grande vitesse relative l'une de l'autre et qui s'observent mutuellement. Si on le fait, on a une chance de révolutionner la physique, de déjouer ce quiproquo qui dure depuis un siècle, car la relativité d'Einstein était un piège conceptuel, un tour d'illusionniste involontaire qui nous a tous dupés, mais qui en fait puait du cul depuis le début. Et ça, je suis sûr qu'au fond de vous, vous le saviez déjà.